Ok, c'est bon pour moi. Je m'appelle Barbara Minecci, je fais du paradressage et j'ai participé à mes 4e Jeux paralympiques en individuel et par équipe. Je m'appelle Martin Kleber, j'ai 31 ans, je suis déficient visuel. Je pratique la course à pied et j'ai participé à mes premiers Jeux paralympiques sur la distance du marathon. Marc Ledoux, 38 ans, athlète paralympique Anthony Zotave. Je suis né avec une hémiplégie du côté droit. À Paris, j'ai participé la 5e fois aux Jeux paralympiques en simple et en double avec Laurens de Vos. J'ai été double médaillé déjà en 2004 à Athènes. Bonjour, je m'appelle Wim de Pape, j'ai 39 ans, je fais du paratriathlon, j'ai une amputation transfémorale. Je viens de participer à mes 2e Jeux paralympiques en triathlon ici à Paris en 2024. J'ai déjà participé aux Jeux d'Athènes en 2004, mais cette fois-là en natation. Donc j'ai une amputation transfémorale, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une amputation mi-fémorale. Ça vient d'un accident que j'ai eu à l'âge de 10 ans. Mes parents sont agriculteurs et donc j'étais sur une machine comme un motoculteur, un gros motoculteur. Et là j'ai glissé dedans en fait par l'avant quoi. Et comme c'est un truc qui tourne, ben là la jambe a été bien broyée quoi. Les médecins ont essayé de sauver la jambe, etc. et tout, mais elle était trop abîmée. Et donc, ils ont dû amputer une première fois et en dessous du genou. Et puis, ils ont dû le faire une 2e fois parce que le genou était peu fonctionnel et peu viable. Et donc, ils ont décidé de l'amputer mi-cuisse. Et ça, j'avais 10 ans. Les sensations sont pas mal, elles sont bonnes à vélo, bonne course à pied, bonne natation, donc j'ai fait tout ce que je voulais faire. La préparation s'est bien passée, donc maintenant il n'y a plus qu'à. L'eau de la Seine, il y a du courant en revenant quand même, hein, mais ça c'était prévu. Donc il faut essayer de bien réfléchir quand même, de faire un peu plus stratégique quand même que bêtement nager et y aller à fond. Il faut bien essayer de rester près de la berge et pas avoir peur de faire peut-être 3-4 mètres en plus pour éviter le courant. Et ça, on essaiera de faire ça dimanche correctement, quoi. T'as déjà fait le check là-bas? Non. Rien? Non, j'ai rien fait. C'est ok, les freins, les disques, le bazar, il a tout vérifié. Je vais vérifier une dernière fois, mais ça tournait vraiment Le bien. QR code qu'il faut enlever, c'est ça? Ah ouais. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, donc Darlene, à qui j'ai 3 enfants et qui m'ont bien soutenu ici pendant les Jeux de Paris 2024. C'est déjà un moment important parce qu'il y a des espoirs importants de médailles. Voilà la paire belge. La voilà à gauche, Marc Ledoux et à droite, Laurens de Vos. Une paire vraiment complémentaire. 2 garçons qui s'entendent à merveille et dont on espère des merveilles. C'est un des duos sur lesquels la délégation belge évidemment mise beaucoup, espère beaucoup. L'idée, c'était de prendre les 2 meilleurs joueurs du pays et avec Laurens, c'était vraiment une envie mutuelle, je veux dire, de jouer ensemble pour une fois. On a fait quelques beaux podiums, quelques belles performances. Ça va aller vite, ça va aller très très vite. Il va falloir rentrer rapidement dans ce tournoi. Je suis né avec une hémiplégie du côté droit au membre inférieur et supérieur droit donc. Belle attaque.
Donc certaines personnes, certains médecins avaient dit à mes parents que je n'allais pas pouvoir vivre normalement. Allez, ça continue, c'est bien. Mais mon père étant tétraplégique, il a pu m'informer que voilà, c'était possible de récupérer un maximum. Et de ce fait-là, j'ai été faire de nombreuses séances de kiné. Et maintenant, ça m'a permis d'être totalement autonome et je peux vivre normalement comme une personne valide. Deuxième manche beaucoup plus serrée. À ce moment-ci, il faut un petit peu s'accrocher du côté belge. Allez, des erreurs du côté belge. Il faut un petit peu resserrer le jeu. Attention. Je suis né dans une famille de sportifs à la base. Mon père était déjà paralympien lui-même, de 84 à 96. Il était mon coach pendant de nombreuses années. À l'époque, il y avait justement aussi la Villette Charleroi et Jean-Michel Sèvres qui m'ont justement un peu donné l'envie aussi de commencer à jouer au ping. Quel point! Regardez-moi ça! Avec finalement le 7 remporté par les Ukrainiens sur le plus beau point du match véritablement. Quel spectacle! C'est un moment important. Marc Ledoux au service. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Et voilà, deuxième manche en poche du côté belge. La situation est évidemment intéressante pour le duo belge puisque l'Ukraine ne peut plus perdre le moindre set. Quel échange! Victoire belge en 4 manches, 11-5, 8-11, 11-2, 11-8. Ils ont été présents et ils ont réussi leur première étape. Lorenz De Vos, Marc Ledoux. Je connais Marc depuis longtemps, je ne sais pas quel âge que j'avais, mais j'étais encore plus jeune, quoi. Quand j'ai commencé de jouer en paralympique, il était là déjà, donc je le connais tout mon chemin, quoi. Une histoire humainement super. J'ai une petite anecdote, c'est que Lorraine justement m'avait confié que apparemment Mathieu Loac et moi avons donné l'envie de jouer en paratennis de table en 2004-2005. Il était tout gamin et ici c'est plutôt nous qui sommes reconnaissants de tout ce qu'il fait pour le paratennis de table. Son niveau est incroyable en Belgique. Et la paire belge se qualifie pour les quarts de finale et ce sera face à une redoutable paire chinoise avec deux joueurs de très gros niveau. Ça s'annonce un grand moment dans ces Paralympiques. Voici Marc et Lorenz au rendez-vous de ce quart de finale. Et en face, on le sait, ce sont deux immenses champions chinois qui totalisent à eux deux déjà pas mal de médailles olympiques. Et la Chine est au rendez-vous, hein. La Chine est là, regardez cette vitesse incroyable. Ça va très vite, ça va un peu trop vite pour les Belges. Et c'est un excellent deuxième set que les Belges livrent. Pour l'instant, ils sont dans le match. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? Ah, on est vraiment sur du très très haut niveau hein, dans ce match pour l'instant. Il n'y a pas photo, la Chine est devant. Il y a eu des balles pour aller chercher un meilleur résultat dans cette deuxième manche. Mais c'est la Chine qui s'impose. Mais ce double est une belle histoire parce que justement, avant tout, on est des amis en dehors de la table. Lui est néerlandophone, je suis francophone. Il n'y a pas de barrière entre nous. Moi, je viens d'une ancienne génération. Ça fait pas mal d'années que je suis dans le milieu. Et voilà, Lorraine, c'est vraiment super et on s'entend à merveille. D'ailleurs, il m'a demandé aussi de pouvoir continuer encore quelques années avec lui. Et
Là, ça me donne du peps, engouement pour pouvoir aller plus loin avec lui. Oui. On a un championnat d'Europe l'année prochaine. Et à voir que c'est déjà pas mal d'avoir été 5e finalement lors de ces Jeux. J'ai commencé à monter quand j'avais 16 ans. C'était une amie qui avait un cheval et je l'accompagnais souvent aux écuries. Et donc, quand j'ai eu l'âge de prendre mes propres décisions, j'ai pu commencer à monter à cheval. C'était directement une passion qui m'a suivie pendant toutes mes études supérieures. Et à la fin de mes études supérieures, j'ai décidé de travailler dans les chevaux. J'ai pu travailler 3 ans avant de tomber malade. Et puis voilà, la maladie est arrivée et j'ai dû arrêter de travailler et arrêter de monter à cheval. J'ai eu des traitements et des chirurgies pendant 10 ans et après j'ai perdu un petit peu l'envie de me battre et une de mes amies m'a proposé de me remettre à cheval. Et après qu'elle ait fortement insisté, je me suis remise à cheval et ça m'a permis de voir l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Alors les trois épreuves, il y a d'abord l'épreuve individuelle. Ça c'est pour le classement individuel, ce n'est pas par équipe forcément. Le deuxième jour c'est l'épreuve par équipe et donc il y a 3 cavaliers qui montent. Et enfin, si on a la chance d'être sélectionné pour la finale, si on est dans les 8 meilleurs cavaliers sur l'épreuve individuelle, alors on peut monter ce qu'on appelle le freestyle, qui est une épreuve en musique, ce qui pour le public est peut-être plus agréable à regarder. Allez, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà. La cavalière belge, c'est maintenant le tour de Barbara Minecci qui va la rentrer dans l'aire de compétition. On voit quand même que les étriers sont attachés, ses cuisses sont attachées, donc elle n'a vraiment pas de force dans les jambes, il faut le savoir. C'est parti. Et c'est parti. Pour Barbara Minecci, et là maintenant, chaque figure, chaque instant va compter. L'arrêt, et ça donne confiance. Quand on est rentré en piste, Stuart a eu peur de quelque chose. On va espérer que tout le stress va partir dans cette défense-là et penser qu'au mouvement à venir et pas à ce qui s'est passé là. Elle a été pénalisée, ouais. Malheureusement. C'était un petit peu compliqué parce que dès l'entrée, on est parti avec un 2, c'est des notes sur 10. Donc il a fallu remonter parce que Stuart avait plutôt envie de ressortir de la piste. Voilà, on est déjà remonté à 50%, ce qui est en soi vraiment bien parce que c'est déjà une remontée de 20%. Et puis après, il a réussi à se concentrer sur le travail et à rester dans mes aides, mais quand même assez tendu. 2, 3. Ne pas allonger, il est bon. Voilà, bien dynamique, ça c'est important. Petite hésitation ici. On ne peut qu'apprécier de monter dans une piste comme ça arrive une fois dans la vie. Moi, c'est déjà la 4e fois, donc j'ai beaucoup de chance. Quand on est dedans, évidemment, c'est pas du tout l'image qu'on en a quand on est dans les tribunes ou quand on est à la télévision. C'est encore différent. L'arrêt, le salut. Le salut donc, voilà qui met un terme à sa prestation, un large sourire de la représentante belge Barbara Minecci-Stewart, qui bien en elle vient de dérouler là aussi leur programme. Avec vos mains qui s'agitent, si vous pouvez bien, mesdames et messieurs, sous la main des petits drapeaux venus de Belgique d'ailleurs. Cette occasion, on envoie déjà dans les tribunes en paix là-bas. J'espérais pouvoir accéder à la finale et ce qui est arrivé, donc j'étais contente parce que j'aime beaucoup monter la reprise en musique. Il vient donc d'être attribué à Barbara Minecci au canon du coup 67,667. Signalé, la voie est libre. C'était plus fiable. C'est un athlète de la Côte d'Ivoire, je pense. Ah oui. C'est un de ma team, ça. Les gars, on va s'arrêter. C'est un Ivoirien. Ma déficience visuelle, c'est une vision trouble, de près comme de loin. J'ai une
une vision qu'on peut apparenter à un paquet de Kellogg's. Quand on veut regarder à travers, c'est à peu près ma vision. Donc j'ai besoin de beaucoup de contraste pour pouvoir lire les choses. Du coup, ça implique un problème de mobilité. Par exemple, je ne peux pas avoir le permis de conduire. Je suis vite perdu dans des endroits que je ne connais pas. Et donc, voilà, lire mon chemin sur une carte, c'est pas possible. Lire sur mon lieu de travail des dossiers médicaux, c'est pas possible non plus. Ça demande adaptation, en fait. Donc, tout va être possible, mais soumis à des adaptations quotidiennes. On a tout travaillé, on est prêt, quoi. Yes. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, les gars. On va aller se mettre là-bas? On fait 2-3 changements de lien ou pas? Le droit, donc moi le gauche. C'est parti. J'ai débuté la course à pied plus ou moins en 2014, sur des 20 km de Bruxelles. Quelques années après, j'ai fait mon premier marathon et j'en ai enchaîné 3 avant d'être repéré par la Ligue Handisport, qui eux ont mis tout un encadrement en place pour que ce sport devienne de plus en plus prenant pour moi et que je puisse progresser. Quand je dis slow-mo, c'est un slow motion, donc c'est un ralenti. Ça va? Ok. Cette année, j'ai couru le marathon de Valence en 2023. Avec mon chrono, je vais me classer dans le top 12 mondial dans ma catégorie en handisport. Et donc ça m'ouvrait les portes de Paris, en montrant néanmoins que j'étais en forme au mois de mai pour les sélections sur les 20 km de Bruxelles. Donc c'est aussi un peu une boucle qui s'est bouclée, où ça démarre de là et ça s'est un peu fini là pour ma qualif. Donc les 20 km de Bruxelles ont aussi une belle place dans mon parcours. On fait encore un petit tour et on est bon. Puis on peut rentrer à la maison. La nouvelle vient tout juste de tomber. Le triathlon est reporté à demain. Les tests effectués cette nuit dans la Seine indiquent une mauvaise qualité de l'eau, un coup de massue au réveil pour les triathlètes. Le choix de la Seine est de nouveau vivement critiqué. Très honnêtement, c'était une surprise. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas. Ils avaient dit, ouais, c'est une pluie d'ouest, donc ça n'influencera pas le courant, ça n'influencera pas la pollution, etc. Et donc, de par ce fait-là, moi, j'étais vraiment serein et c'est vraiment pas un détail sur lequel je m'étais basé. Et donc, c'était quand même une surprise de voir au final ce mail qui apparaît comme ça et où tu te dis, ben voilà, c'est reporté. Non, ça va. J'ai une dame qui il faut avoir la planche aussi. Il y a Cédric qui se C'est quand même vraiment un coup dur parce qu'en fait, on s'y attendait là plus du tout. Autant avant, on se disait oui, ok, en juillet peut-être que, nana. Là, en fait, aux dernières réunions, tout était ok, les normes étaient ok. Et donc là, vraiment, c'est une énorme surprise qui est quand même dure à digérer. On était une cinquantaine aujourd'hui et malheureusement pour demain il y a une partie des gens qui vont devoir retourner chez eux. Mais nous on va rester et on fera de notre mieux, on essaiera de faire autant de bruit que tout le monde ensemble. Le premier sentiment qui est venu, c'était vraiment plus par rapport aux supporters qui avaient fait le déplacement. C'était plus embêtant. Oui, mais ce qu'il doit mettre en place, c'est de garder le cap, de rester focus et concentré sur sa course et d'essayer de digérer ça le plus rapidement possible. Là, il allait continuer de s'entraîner comme si c'était entre guillemets un jour normal, en ayant en tête que quand même, il pensait vraiment, il s'est réveillé quand même avec cette rage de concourir, donc il doit aussi, quand il fait son entraînement, ne pas donner tout aujourd'hui et garder suffisamment de ressources pour tout donner demain, quand la course aura lieu. Elle s'est promenée dans le métro tout le week-end. Moi, je sais me remettre dedans. On est tous à la même enseigne au niveau des athlètes. Et donc, c'est pas trop compliqué, mais c'était plus vis-à-vis du nombre de supporters qui avaient fait le déplacement que c'était plus embêtant. Et donc voilà. Donc, oui, au final, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas.
Le fait est qu'en fait, je pense que le choix de la scène était déjà assez compliqué pour le point d'eau, en fait. Et donc, ça a posé problème depuis le début. Et donc, c'est tellement dépendant, en fait, au final, d'une pluie que c'est assez difficile vraiment de planifier ça. Donc, c'était pas quand même, au final, très crédible, je trouve, par rapport à une telle organisation. Mais je pense que c'est le choix de la scène qui est assez discutable au final. Est-ce que c'est un bon choix? Maintenant, avec le recul, tout s'est fait dans la scène, donc ils pourront dire que oui. Maintenant, ils verront si en 2025, les Parisiens iront se baigner dedans, quoi. Et à partir de là, je pense qu'ils auront vraiment leur réponse. Bienvenue à Paris pour ce premier tour, 16e de finale pour Marc Ledoux en simple classe MS8. Il va être opposé au Kazakh Ali Makulbekov. Allez, il a besoin de ces points-là. Ah, il est là, il est bien présent, Marc. C'est bien ça. Première manche dans la poche, 12-10 en faveur de Marc Ledoux. Ou attention, petit moment plus compliqué là dans la rencontre et le Kazakh qui revient. Et finalement, victoire en 4 manches en faveur de Marc Ledoux qui se qualifie donc pour les 8e de finale. 26 minutes de jeu ici pour triompher du Kazakh. Ma première victoire, j'ai dû la jouer contre un jeune Kazakhstan. Mais il n'arrête pas de progresser dans le milieu, je vais dire. Et après, en 8e, là, j'ai dû confronter le triple champion paralympique en titre, le Chinois. Donc, c'était au-dessus, mais disons que j'en garde un très bon souvenir. Et voilà, c'est terminé l'aventure de Marc Ledoux qui s'arrête ici à Paris avec cette défaite en 8e de finale du simple face au Chinois Zhao Shuai. C'était vraiment extrêmement compliqué, mais bravo à Marc pour le parcours et pour tous ces bons moments. Merci. Les jeux ne sont pas terminés, hein, donc il y a encore d'autres sportifs qui doivent jouer. Donc on va essayer d'être présent, surtout pour Lorenz, Florian, et on va essayer de s'encourager pour essayer de rapporter le maximum de bons résultats au final de ces jeux. Oui. Toute l'année, on est avec lui, on fait des tournois, il nous conseille beaucoup, il nous encourage. Maintenant, venir le voir ici, c'est autre chose encore. C'est un modèle et on espère plus tard faire pareil que lui, voire mieux. C'est une chance de l'avoir aux côtés de nous. 21, je te rajeunis. On prépare déjà le départ des PTS2 avec notre compatriote Wim de Pape, déjà 2 fois médaillé au championnat du monde. Voilà, le départ. Wim de Pape est un bon nageur. Il faudrait qu'il sorte dans les premiers. À la natation, je ne me suis pas emballé. J'ai décidé vraiment de rester dans les pieds du Français au final. Parce que je voyais bien que l'Américain était un peu plus fort, mais que l'écart se creusait, mais pas énormément. Donc je me dis, mais t'emballe pas, reste là. De toute façon, avec le courant, ça sert à rien d'y aller comme un dingue. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut lutter contre le courant pour aller chercher cette bouée au plus court. Wim de Pape est bien dans le coup, hein. Il est sorti de l'eau en 3e position, il est reparti sur le vélo en 2e position. Les 3 premiers se tiennent en 14 secondes. Il est là, Wim, voilà. On le voit ici en 2e position de ce paratriathlon olympique. Après un quart d'heure de course, on est pratiquement déjà au quart de la course. On va tourner autour d'1 heure. Le vélo s'est vraiment bien déroulé. Ça, c'était un gros vélo de ma part, je trouve, quoi. Juste le dernier tour où là, je perds quand même pas mal et où je commençais vraiment à pénaliser.
compatriote Wim de Pape. Allez, Wim! Allez, Wim! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, Wim! Allez, Wim! Toujours en deuxième position, il va donc entamer normalement cette dernière section du triathlon en deuxième position, à moins d'un finish très très rapide de l'américain Mohamed Lagna. Et voilà, déjà Mohamed Lagna. Allez, Wim! Il y a quelque chose de son merde. À pied, bah, j'y étais et j'ai essayé de trouver mon rythme, pas forcer comme un dingue. Je me suis même trompé un peu dans les tours, dans les loops. À un moment, j'ai cru que c'était fini. Je me suis dit putain, je suis quatrième. Et puis non, il y avait encore un tour. Je me suis dit merde. Et donc voilà. Donc je dirais que les 2 tiers sont vraiment bons. Et puis on va dire que c'est bien. Et voilà Wim de Pape qui en termine dans cette dernière ligne droite. Il va prendre la 5e place. Très très belle performance pour notre compatriote. C'est un nouveau diplôme olympique pour lui, 20 ans après Athènes et le 400 mètres S9 en natation. Le voilà 5e. Wim finit 5e, top 5 aux Jeux paralympiques. Super prestation, on est hyper fiers de lui. Il nous a fait vraiment vibrer pendant toute la course. Il a fait une super natation, super transition, super course à vélo. Voilà, la course à pied, on savait que ça allait être un peu plus difficile, mais sincèrement, dans l'ensemble, il a vraiment été excellent. Donc on est méga fiers de lui. Il nous a tous super fort inspirés. Et super boulot, frérot. Tu cartonnes. Content que le triathlon soit fait, hein, ça c'est déjà une bonne chose. Écoute, je suis quand même content. Après, j'aurais préféré, comme j'ai dit, une place de mieux. Je pense que vraiment les 3 premiers, il n'y avait pas à discuter. C'était toujours un peu le questionnement par rapport aux Hollandais et son handicap, ça et tout. Donc voilà, donc 5e, c'est au final, j'avais dit, je voulais faire un top 5. Après le vélo, je me suis mis un petit peu à rêver. Et je me suis dit, c'est peut-être moyen de faire autre chose, ça et tout, même pendant la course à pied. Là, ils étaient plus forts, je me dis, on va essayer d'accrocher le top 4. Donc c'est juste par rapport à ça, c'est qu'à un moment dans ta tête, tu dis ouais, il y a quand même moyen d'aller chercher ça. Et tu perds une place, mais au final, un top 5, c'est pas si mal, quoi. Et donc les écarts sont là, mais il y a moyen vraiment de les combler en futur, quoi. J'ai pas de regrets, je trouve que j'ai fait une bonne course, j'ai fait une bonne natation, un bon vélo. Je pense que c'était vraiment le meilleur vélo que j'ai fait depuis que je fais du triathlon. Et ma course à pied n'est pas mauvaise, j'ai déjà fait mieux, mais pas des masses et des masses, juste quelques secondes. Donc je pense qu'au final, je peux être content de ma course. Partager ça vraiment avec un groupe, avec d'autres personnes, etc. et tout, c'est au final ça qui est le plus agréable. Tu fais tous les sacrifices qui sont à côté, etc. et tout, tu le fais pour toi. Mais après, quand tu peux le partager avec d'autres personnes, c'est là que ça prend un autre sens, quoi, et un sens bien plus profond. Et ça donne vraiment une motivation plus importante. Donc je trouve ça vraiment très très agréable et au final très motivant. Ça valait le coup, ça valait cette émotion qu'on voit, qu'on reçoit, ça vaut le coup et je le remercie vraiment fort de m'avoir aussi embarqué dans ce genre d'émotion et voilà, d'avoir vécu ça ensemble, c'était très chouette. C'est une grande fierté, c'est bien la preuve qu'il ne faut jamais abandonner, toujours pouvoir aller au bout des choses et que pour arriver à quelque chose, il faut pouvoir se faire mal et je pense que la Wim est vraiment l'exemple type, clairement. Papa est là. Ouais. Le fait que les enfants soient là, c'était d'abord déjà quelque chose qui était vraiment, pour moi, très très important. Ils devaient être là. Daryl m'avait dit, oui, mais si Lars ne sait pas venir, j'ai dit non, il faut qu'ils soient tous les 3 là, c'est très important. Et donc, oui, ils ont bien donné de la voix. Et puis après, je les ai vus, ils étaient vraiment très heureux, en fait, très contents. Et c'est ça qui a été vraiment très agréable et qu'au final, c'est vraiment une belle image que je vais garder. C'est le fait de les voir contents après la course, même si je ne fais pas de médaille, qu'ils étaient contents. À contrario d'une autre compétition où j'avais une fois terminé 4e et où le 2e, Niels, pleurait. Cette fois-ci, il n'y avait pas de pleurs, rien, ils étaient vraiment enjoués et vraiment contents. Et donc, de par ce fait-là, je trouve que ça, c'est vraiment génial.
Du coup, je retrouve mes supporters qui dorment déjà à Paris. Je leur avais proposé, enfin supporters qui est famille et amis principalement, et famille de mes guides aussi, qu'on puisse se retrouver en veille de course. Parce que moi, ça ne me prend pas d'énergie, on est à côté du village, je suis venu facilement. Donc ça me permet d'avoir mon petit moment sympa. Et puis voilà, demain, ça sera le jour J. Je suis excitée, pas trop stressée, mais je me mets à sa place et je me dis j'aimerais quand même pas être à sa place. Il y a beaucoup de monde qui est là, donc c'est vrai que ça met un certain engouement, mais aussi à mon avis un petit peu de stress de se dire waouh, ils sont tous venus pour moi, il va falloir que je sois à la hauteur, je pense qu'ils pensent comme ça. Mais je suis sûre que ça va le motiver énormément, parce qu'en fait il n'a jamais eu autant de monde sur un marathon, donc non, c'est incroyable. Je crois que son marathon, il le rêve depuis 5 ans et il a fait tout ce qu'il devait faire pour arriver là. Quand on vous annonce que votre fils est malvoyant et que la médecine ne saura rien faire pour lui, ce qu'on nous a d'ailleurs annoncé ici à Paris, pour la petite histoire, c'est un peu renversé, je vais dire, l'évolution des choses. Et évidemment, on est très fiers de ça. Quelque part, c'est un peu fou, mais tirer parti de ce handicap pour atteindre certains objectifs, c'est une leçon de vie, tout simplement. J'ai envie d'y être. C'est des longs mois de préparation et même des années de petites graines plantées. Donc là, on est sur un gros finish demain. Et peu importe ma course et l'état du chrono, de la place, de ce qui peut se passer, je pense que la déception, elle ne pourra pas être là. C'est plutôt de profiter un maximum et l'accomplissement de toutes ces années de faire une belle course demain. Et au final, la belle course, c'est moi qui peux décider qu'elle soit belle. Donc j'ai toutes les cartes en main pour demain. Et je vais dans un esprit un peu confiant, enfin clairement confiant et de fierté aussi d'être là. Avec tous les supporters qu'il y aura, je pense que je ne verrai pas les 2h30 passer, peut-être un peu moins. Je ne verrai pas le temps passer en tout cas. Si on est dans les 8 meilleurs cavaliers sur l'épreuve individuelle, alors on peut monter ce qu'on appelle le freestyle. C'est une épreuve où on fait sa propre chorégraphie sur sa propre musique en respectant des exercices imposés, mais en les chorégraphiant comme on veut. Donc finalement, chaque cavalier va présenter une épreuve différente, ce qui pour le public est peut-être plus agréable à regarder. C'est en général une épreuve où on peut mettre les points forts de son cheval en évidence. Et puis le fait de monter sur la musique, c'est une musique qui est tout à fait adaptée aux allures du cheval. Donc ça augmente encore l'impression de légèreté et de beauté des mouvements du cheval. Quand on arrive dans cette piste de Versailles magnifique, avec un cheval détendu, on est là juste pour prendre du plaisir et essayer de donner du plaisir au public. C'est un beau moment. Et le public était extraordinaire. Je ne sais pas si on leur a expliqué ou pas pour les grades de handicap plus lourds qu'il fallait être vraiment très silencieux parce que pour des grades de handicap plus légers, les chevaux peuvent avoir des bonnets anti-bruit, ce que souvent on ne peut pas mettre dans les grades de handicap plus lourds puisqu'on utilise la voix comme aide, donc si le cheval n'entend plus, ça ne marche pas. Le public était extrêmement respectueux avec ça et pourtant très enthousiaste et on le ressentait. J'ai profité, c'est probablement mes derniers jeux. En tout cas, Stuart n'aura pas l'âge pour aller à Los Angeles. Donc, et moi, je n'ai pas les finances pour acheter un autre cheval. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là.
point de vue jeu. En tout cas, j'ai profité de cette épreuve dans cette magnifique piste et en plus le freestyle, c'était vraiment un moment magique avec un public magique, avec ma famille, mes amis dans les tribunes. C'était ce que je retiendrai de moment maximum de ces Jeux. Et Romain qui se lève sa chute. Voilà, avec le Flaming Horse que vous avez donc en attente pour rassurer Stewart qui aura donc bien accompagné dans cette quête de l'or pour la Belgique, en l'occurrence pour la première nation africaine sur rectangle dans ce grade 3, Barbara Minichi. C'est une expérience unique. On est de retour à Paris pour ce qui sera, on l'espère, le troisième grand moment de cette matinée quasi historique. Lorenz de Vos qui est le favori de cette confrontation. Et Lorenz! Et une troisième médaille peut-être assurée ici avec Lorenz de Vos. Allez, allez! Médaillé d'or à Tokyo, médaillé d'or à Rio, double tenant du titre olympique Lorenz de Vos dans cette catégorie classe 9. Et 3 balles pour assurer une médaille belge du côté de Lorenz de Vos. Et voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Victoire et médaille du côté de Lorenz de Vos qui a fait le job véritablement. C'était très émouvant. D'ailleurs, j'en ai eu quelques larmes avec Robin, son frère, qui est vraiment quelqu'un de formidable, que j'ai pu apprendre à le connaître ici durant la quinzaine, je veux dire. Et c'est merveilleux ce qu'ils font ensemble, à deux. C'est une cohésion familiale, mais ouais, quelque chose d'exceptionnel, indescriptible même parfois. Lorenz a pu gagner des titres très jeune, je pense, grâce à l'éducation aussi qu'il a eue de ses parents et de son frère qui était dans le milieu depuis quelques années. C'est vraiment une histoire de famille, un peu, je vais dire, comme la mienne avec mon père, que je suivais ses traces. Lui suit les traces de son frère et il gagne tous ses historiques pour le moment. C'est quelqu'un de merveilleux à tout niveau, Lorenz. Bonjour et bienvenue en banlieue parisienne, à la Courneuve pour être bien précis. Vous arrivez parfaitement à l'heure pour le départ du marathon hommes et dames en catégorie T12, donc des athlètes souffrant d'une déficience au niveau visuel, avec un choix qui peut être effectué de courir avec ou sans guide, vous le voyez ici sur ces images. Et un Belge dans cette course, Martin Claubert. Donc le principe de mes deux guides, c'est que chacun court un semi-marathon avec un switch qui se fait à la moitié du marathon. Le lien est de 50 cm, c'est réglementaire, c'est assez court parce qu'en fait on doit être synchronisé, donc on doit avoir nos bras qui vont en même temps pour pas avoir ce lien qui se tende et qui réduise la foulée et donc l'efficacité et la performance.
alors tout ce qui est ravitaillement, là ils m'épaulent aussi, où en fait c'est eux qui le prennent quand les membres de staff donnaient les bidons. Et voilà, leur rôle c'est de me guider sur le parcours, d'éviter, voilà, souvent il y avait des dodanes ici à Paris, des casse-vitesse, et donc voilà, ils me prévenaient de ça, ainsi que voilà, des kilomètres qui défilent, de l'allure et des ravitaillements. C'est la première fois qu'on court aussi avec d'autres personnes malvoyantes autour de moi. D'habitude, c'est un marathon populaire et donc je ne sais jamais trop comment me situer. J'en ai profité à 100% parce qu'il y avait un échange avec les supporters. Eux m'encourageaient, moi je jouais aussi avec eux en faisant les mamas, en montrant que je les captais bien et voilà, il y avait une énergie puissante entre eux et moi, donc c'était vraiment magique. Les supporters sont là! Allez, Martin, les supporters sont là! Martin qui est très heureux, on le voit. Martin Claubert, et il en termine 2h38 par là, sur un parcours difficile, hein, on le rappelle. Au moment de franchir la ligne avec Seb, c'est un sentiment d'accomplissement total par rapport à 5 années d'entraînement, de sacrifice. Chaque petit moment d'un puzzle construit pour arriver le jour J à mettre la dernière pièce et passer cette ligne. Donc un gros moment de satisfaction. C'était un moment magique. Ouais, vraiment. La foule, être à côté de Marc, porter le maillot belge, c'était magique. Je crois que c'est un de mes pires marathons, si je peux dire, au niveau physique, parce que ça a un peu lâché de partout. Mais voilà, je me sens surtout rempli de fierté d'avoir fini dans des conditions difficiles pour moi, mais j'ai pas lâché. Le 2h38, 34 secondes, pour moi, est une réussite, même si c'est pas mon meilleur chrono et que voilà, j'ai eu 3 moments très compliqués dans ma course, mais qui s'expliquent par une course plus tactique où au final, on a essayé d'accrocher et on aura essayé. Donc moi, je voulais tout tenter et finir mal sur la ligne, et je pense que mon corps m'a bien dit que j'étais mal, donc c'est une belle réussite pour moi. Le finish de la course, on finit pas bien, on a les petits moments de médias, et puis après on se retrouve avec les supporters sur les Champs-Élysées devant la Belgium House qui avait été fermée la veille. Et là devant, en fait, il y a une hall là qui se crée, il y a des chants à mon nom, et en fait on monopolise les Champs-Élysées et ça crie que les Belges, comme si j'avais la médaille. Alors là, c'est un gros moment d'émotion et de stupeur positive, évidemment. C'est une fête sur les Champs-Élysées où en fait les Belges, on était chez nous, quoi. Toute cette énergie, c'est aussi grâce à eux, donc c'était une ambiance de malade. Et même les Français venaient faire la fête avec nous. Ils nous demandaient si j'avais fait une médaille. Non, je suis le dernier, mais je suis le plus heureux là, donc... C'est dur de mettre des mots là-dessus. C'est un papa fier que j'ai devant moi aujourd'hui. Très fier. Très très fier. L'événement paralympique, c'est un événement unique au monde, qui ne s'achète pas et qui se vit des émotions que ça procure. Et par cet aspect de mérite, j'aime beaucoup, parce qu'on est dans une société où ça a peu de...
Voilà, ça n'a pas toujours la même valeur, le fait de mériter les choses. Du coup, là, c'est vraiment voilà, chaque kilomètre qui a été couru qui est méritant pour ce qui m'est arrivé. Donc, ça se mérite. Et je trouve que ça fait du bien dans la société actuelle, pour moi et même pour les gens autour, se rendre compte voilà, que quand on met beaucoup de choses en place pour obtenir quelque chose, il y a moyen d'avoir un bon résultat. On a donné une belle image du monde paralympique en règle générale. Ça a permis aux gens de connaître le handisport et peut-être de considérer ça plus comme du sport que comme de la revalidation. Ici, c'est plutôt maintenant le sport de haut niveau et qui prime avant tout. Et il y a vraiment des performances exceptionnelles pour certains athlètes. Et voilà, ça c'est super. Maintenant, voir si c'est un effet pari ou si ça va perdurer, ça on le verra dans les années à venir. C'est difficile à dire maintenant. Paris 2024, c'était exceptionnel et merveilleux à plusieurs titres. Les images qui m'ont marqué, disons que ouais, pour ma part, Lorenz a toujours été. Ici, des moments d'émotion avec lui, on en a eu pas mal. D'ailleurs, ça me revient directement. Donc, quelqu'un de cœur qui prend les choses à cœur. Et, on a bien rigolé, mais il m'a fait aussi pleurer de joie, n'ayons pas peur des mots. Si l'image qui me vient pour résumer ces jeux, ce serait vraiment justement ce groupe de supporters qui était avec cette t-shirt jaune, ma tête dessus, qui m'encourage comme jamais sur le bord de la route. Et donc c'est vraiment ça pour moi les images de mes jeux. Comme cavalière, l'image que je retiens de ces jeux, c'est la piste incroyable dans ces jardins du château de Versailles. Je pense que je ne sais pas si quelqu'un aura encore l'occasion d'aller monter dans les jardins du château de Versailles, mais moi je peux dire que je l'ai fait et je pense que j'ai vu le roi derrière la fenêtre. Donc Paris 2024, c'était un rêve il y a 3 ans. Une confirmation dans mes choix d'orientation de carrière, de vie de famille, de professionnel. Et j'espère que ce ne sera pas les derniers jeux. Le moment, l'image que je vais retenir de Paris, ça va être les Champs-Élysées avec mes supporters. L'image où moi j'arrive sur mes supporters, qui me font une haie d'honneur, qui scandent mon nom mais celui de mes guides aussi. Avec mes parents sur le côté qui sont très émus et voilà, ils se rendent compte de la ferveur que ça a pu créer. Et de voir tous ces gens qui acclament un sportif, qui acclament une victoire sur la vie en fait, plutôt que la performance ou le sportif, je pense que là c'est la meilleure médaille qui est possible, donc cette image-là restera la plus belle. Paris 2024, c'était magique. Les Français ont fait quelque chose de merveilleux. Les Jeux ont été vraiment réussis à ce niveau-là. Et en fait, c'est un truc de dingue, quoi. Sans l'avoir vécu, on ne se rend pas compte de ce que c'est en fait.